samedi 19 avril 2014. Au sommaire du grand show de l'info cette semaine, les Français qui abusent du 17, une agression, un cambriolage et hop, on compose le 17, sauf que beaucoup d'appels sont injustifiés. L'attentat de Boston à travers l'œil des victimes, un an après. Jean-Paul II, toujours héros en Pologne, est bientôt saint, puisqu'il sera canonisé le 27 avril au Vatican. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Une agression, un cambriolage et hop, on compose le 17 pour entrer en contact avec la police. Sauf que certains abusent de ce numéro d'appel mis en service en 1930 au centre d'appel de la préfecture de police de Paris qui gère la capitale et la petite couronne. On estime à près de 2/3 le nombre d'appels injustifiés. Dans cette salle bien gardée du deuxième sous-sol de la préfecture de police de Paris, on réceptionne tous les appels passés au fameux 17. Police secours, bonjour. C'est quoi le problème? Je comprends pas, monsieur. Car si les téléopérateurs qui se relayent 24 heures sur 24 traitent ici de problèmes souvent graves comme des agressions, des violences conjugales, voire même des homicides, il arrive souvent aussi que ces appels soient un brin farfelus. Cet hiver, on a eu un jour où il avait gelé, une dame complètement affolée qui m'appelle parce que des canards sont en train de circuler sur la chaussée, qui risquent de glisser et qu'il faut vite les enlever, sinon ils vont se faire écraser. Ou la requérante qui n'arrive pas à fermer son hublot de machine à laver, indifférent entre un couple, simplement parce que le son de télé était trop fort, donc elle voulait qu'on intervienne pour baisser le son. Rajoutez à cela les appels passés sans faire exprès depuis un téléphone portable, les appels de personnes qui veulent profiter d'une oreille gratuite et ouverte jour et nuit, les blagues des enfants qui redoublent le mercredi et pendant les vacances. Ces appels qualifiés ici de polluants ont pris une importance qui inquiète la police, d'autant qu'ils retardent parfois les interventions réellement nécessaires. En 2013, on a reçu un peu plus d'1,2 million d'appels sur le 17 police secours, et sur ce nombre d'appels, à peine 38% étaient vraiment des appels d'urgence qui ont donné lieu à une intervention d'un véhicule de police. Alors pour tenter de faire baisser ces appels polluants, la police a mis en place un avertissement qui accueille désormais chaque appelant du 17. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Tout abus sera sanctionné. Mais les poursuites judiciaires restent encore rares, une dizaine par an tout au plus, avec parfois de bonnes raisons, comme pour cette femme qui a appelé le 17 plus de 10 fois en 3 mois. Le marathon de Boston 2013 a fait 3 morts et 264 blessés, c'était il y a un an, le 15 avril 2013, l'occasion pour nous de rencontrer des témoins et des survivants de l'attaque. Parlons de l'attentat de Boston. Et oui, 2 violentes explosions quasi simultanées, 3 morts, plus de 170 blessés. L'attentat qui a endeuillé le marathon de Boston lundi 15 avril visait à faire un maximum de victimes. Au moment de la première explosion à 70 mètres de la ligne d'arrivée, la plupart des participants de l'épreuve continuaient d'arriver. Près de 250 000 personnes étaient massées. Scène de chaos au marathon de Boston de 2013, quelques minutes à peine après l'explosion de 2 bombes sur Boston Street. Ces images ont été filmées devant le magasin Marathon Sport. Un an plus tard, la vie a repris son cours, mais le géant Shane O'Hara est encore hanté par le souvenir de son magasin, transformé en salle d'urgence. Il y en avait un où nous nous trouvons maintenant, un autre dans le coin, un sur le banc et un autre au sous-sol. À l'extérieur, c'était la scène la plus macabre que j'ai jamais vue, à l'exception des films de guerre. C'était comme ces films, mais en vrai. Ce jour-là, Shane échappe de peu au carnage causé par le double attentat.
Aujourd'hui, il est encore traumatisé par ces événements, mais il affirme trouver du réconfort dans le soutien des nombreux locaux et touristes de passage dans son magasin. Alors que nous approchons du premier anniversaire, beaucoup de gens continuent à venir. Ils nous offrent des fleurs, nous serrent la main, nous disent « Je vais acheter un de ces t-shirts parce que les bénéfices vont vers la fondation One ». Ces rencontres arrivent encore chaque jour et j'espère que ce sera toujours le cas. Pour Ever, présente sur le lieu de la seconde explosion, les séquelles sont permanentes. Amputée au niveau du genou, elle marche aujourd'hui avec une prothèse grâce au travail des médecins de l'hôpital de Spalding. Peter, assis à ses côtés, est venu lui apporter les premiers soins juste après l'explosion. Et pour tous les deux, l'émotion est encore palpable. Je ne m'attendais pas à être autant émue en ce moment. Ça me rappelle des souvenirs de cette époque. Je ne réalisais pas qu'il ne me restait plus que quelques semaines à vivre avec mes deux jambes. Je vais regarder Erin Chatham franchir la ligne d'arrivée. C'est elle qui m'est venue en aide la première. C'est sa première participation au marathon et pour Peter aussi. Donc je suis vraiment contente d'être à leur côté. Nous aussi. Nous aussi. Pour beaucoup, l'édition 2014 du marathon permettra de mettre derrière eux des souvenirs difficiles. Quant aux deux suspects, l'un a été abattu lors d'une fusillade avec la police peu après les attentats. L'autre est en prison. Son procès doit s'ouvrir en novembre. Jean-Paul II va être canonisé le 27 avril prochain au Vatican. En Pologne, son pays natal, il est toujours un héros dont le culte se cultive à travers ses statues, ses musées, des écoles et même des rues à son nom. Dans sa ville natale de Wadowice, dans le sud de la Pologne, Jean-Paul II est présent partout. Sur la place centrale qui porte son nom, sur les murs de la basilique, dans les vitrines des magasins de souvenirs et surtout dans la maison où il est né, qui vient d'être transformée en musée. On y découvre la vie de Karol Wojtyła, avant et pendant son pontificat, mais aussi le pistolet qui a servi pour tenter de l'assassiner le 13 mai 80 à Rome. En tant que pape, Jean-Paul II est revenu à Wadowice. Pour bon nombre d'habitants, sa dernière visite en 1999 a été la plus marquante. C'était génial, tellement chaleureux. Les jeunes lui criaient « Reste avec nous, tu es à la maison ». Il lui chantait des chansons, ça l'a remis d'aplomb. S'il pouvait sans hésiter, il aurait dit « Je reste à Wadowice, je ne rentre pas à Rome ». Le culte de Jean-Paul II s'étend bien au-delà de Wadowice. En Pologne, pas moins de 300 églises possèdent une relique de leur pape, comme cette ampoule de sang au tout nouveau sanctuaire Jean-Paul II à Węgiewni, en banlieue de Cracovie. La Pologne compte entre 1000 et 2000 statues du Saint-Père, dont la plus haute au monde, 13,80 m. 1300 écoles polonaises portent également le nom de Jean-Paul II, sans parler des incalculables rues et avenues Jean-Paul II dans tout le pays. Une marque de reconnaissance des Polonais pour son autorité religieuse et son rôle politique dans le maintien de la paix. Il nous a libérés du joug soviétique pour nous mener à un pays libre et démocratique qui a pu s'attacher aux structures européennes. Si Jean-Paul II n'avait pas été là, la chute de l'URSS aurait été bien plus longue et sans doute très sanglante. Le 2 avril, comme chaque année, les Polonais ont commémoré la mort de Jean-Paul II à Cracovie, sous la fenêtre d'où il donnait ses discours lors des pèlerinages en Pologne ou encore à Varsovie, à l'endroit même où il a célébré sa première messe en tant que pape en 1979. Cette année, à quelques jours de sa canonisation, la fierté prédomine sur la tristesse. Nous considérons Jean-Paul II comme un membre de notre famille polonaise, quelqu'un de très proche, un fils de la Pologne. Pour la canonisation le 27 avril, plusieurs milliers de Polonais feront le déplacement au Vatican. Certains sont même déjà partis et 9 ans après sa mort, jamais un pape n'aura été canonisé aussi vite, de quoi ajouter un peu plus au culte de Jean-Paul II en Pologne et à travers le monde. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Pas d'issue diplomatique en vue pour la crise ukrainienne. Dimanche soir, la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a tourné au dialogue de sourds entre occidentaux et russes. Le président ukrainien par intérim a promis qu'il ne laisserait pas se répéter dans l'est du pays le scénario du rattachement de la Crimée à la Russie. Lundi matin, des groupes armés pro-russes continuaient à occuper des bâtiments à Slaviansk, malgré l'ultimatum qui leur a été lancé.
Une nappe de carburant repérée dans la zone de recherche de l'épave du Boeing de Malaysia Airlines dans le sud de l'océan Indien. L'Australie va envoyer par le fond un robot sous-marin qui recherchera des signaux à l'aide d'une sonde et pourra détecter d'éventuels débris. Le groupe Seita ferme sa plus grande usine de cigarettes ainsi qu'un centre de recherche en France. Les fermetures s'échelonneront sur 2 ans. 366 postes seront au total supprimés, soit près du tiers des effectifs. Un tiers de tués en plus sur les routes françaises au mois de mars. La sécurité routière a ainsi enregistré 256 morts, un chiffre en hausse de 28% par rapport à mars 2013. Les raisons avancées, une météo plus clémente qui aurait incité au déplacement, alors qu'à la même époque l'année dernière, la neige et le froid les avaient limités. Le gouvernement ne touchera pas au SMIC ni aux minima sociaux. Manuel Valls l'a promis en présentant son plan de réduction des dépenses. En revanche, pas de revalorisation des prestations sociales ni de hausse des salaires pour les fonctionnaires. Objectif, économiser 50 milliards d'ici 2017 et réduire ainsi le déficit public, comme le réclame Bruxelles. Spectaculaire accident de ferry en Corée du Sud. Le bateau semble avoir heurté le fond avant de basculer et de sombrer avec près de 500 personnes à bord, dont une majorité de lycéens en voyage scolaire. Environ 200 passagers ont pu être sauvés, mais 300 sont toujours recherchés par les secours. Vladimir Poutine fait monter les enchères. À la télévision, le président russe a appelé Kiev à accepter le dialogue. Autrement, a-t-il affirmé, il serait obligé d'envoyer son armée défendre les séparatistes. Cette nuit, des affrontements ont fait 3 morts dans l'est de l'Ukraine. À Genève, des pourparlers de paix ont commencé dans une ambiance glaciale. La surpopulation carcérale atteint un niveau record. Au 1er avril, 68 569 personnes étaient détenues dans les prisons françaises. Un nombre que le ministère de la Justice voudrait réduire. Le projet de réforme pénale prévoit de développer les peines alternatives. Aquilino Morel contraint à la démission. Le conseiller de François Hollande fait face à des accusations de conflit d'intérêts par Mediapart. Accusations embarrassantes pour l'exécutif au moment où il lance un plan d'économie de 50 milliards d'euros. Dans un communiqué à l'AFP, Aquilino Morel affirme n'avoir commis aucune faute. Le chef de l'État prend acte de sa décision, la seule d'après lui qui convienne. 81,53% des voix. Abdelaziz Bouteflika est réélu sans surprise à la tête de l'Algérie. Ses partisans avaient crié victoire dès la veille de la proclamation des résultats. Principal adversaire du président sortant, Ali Benflis a dénoncé une fraude à grande échelle. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous bien évidemment samedi prochain sur bigwebtv.fr pour de toutes nouvelles actualités. Bon week-end Pascal à tous et nous on se retrouve la semaine prochaine donc. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux BigWebTV.fr, Facebook, Twitter et YouTube. Bonne semaine.